Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invitée. Elle s'appelle Émilie Massemin. Elle est coach en écriture, écrivain freelance, ex-avocate d'affaires pendant 25 ans et maintenant rédactrice juridique. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe. Peux-tu commencer par nous parler de ton parcours? Comment tu as commencé dans le monde effectivement de fait d'entreprendre, mais aussi de ton chemin de vie? Oui, tout à fait. Alors moi, comme tu viens de dire, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai 25 ans dans le domaine du droit. Et parallèlement à ça, j'ai toujours une activité d'écriture. C'est-à-dire j'écrivais des romans. Enfin, j'ai toujours aimé écrire, ce qui est d'ailleurs pas du tout incompatible avec l'activité d'avocat. Au contraire. Et en 2018, j'ai auto-édité mon premier roman. Et là, j'ai créé une auto-entreprise, une micro-entreprise parallèlement à mon activité juridique. Et puis en 2021, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture en créant ma société. Donc je ne suis à l'heure actuelle plus avocate d'affaires, mais écrivain freelance, rédactrice freelance. Donc j'ai 3 activités: l'auto-édition avec l'écriture de romans, la rédaction web, la rédaction juridique, avec un peu de journalisme aussi, et puis du coaching. D'accord. Pour expliquer un peu à notre audience, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu écris comme roman en fait? Quels sont les thèmes? Alors c'est de la fiction, ce sont des romans et c'est ce qu'on appelle les thrillers psychologiques ou domestic suspense pour les anglo-saxons. Donc ce sont des livres qui sont écrits à la façon de romans policiers, mais les premiers n'étaient pas tout à fait des policiers. C'est plutôt des histoires de famille, de femmes au foyer à qui il arrive des choses. Et on raconte ça avec du suspense à la façon un peu d'un roman policier. On appelle ça le domestic suspense. Et puis là, je suis en train de passer un peu plus du côté policier. Il y a quand même des enquêtes policières. Les policiers sont plus présents, les enquêteurs. Voilà, donc c'est ça, c'est roman généraliste ou thriller policier. Tu mets combien de temps à écrire un roman? En général, on dit 9 mois, mais bon, il y a des gens qui disent 10 ans aussi, donc. Ouais. Alors, c'est une question complexe parce qu'en fait, ça dépend du temps qu'on passe à écrire. Pour une anecdote, Victor Hugo, je crois qu'il a mis 12 ans entre le début des Misérables et la fin des Misérables, même peut-être plus d'années que ça, mais il n'a pas écrit tout le temps. C'est-à-dire qu'il était en exil, etc. Je crois, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est pas 12 ans d'écriture. Donc, si on ramène ça vraiment au temps d'écriture passé devant l'ordinateur à écrire sur son cahier, je dirais oui, ce que tu as dit, 6 à 9 mois, ça me paraît pas mal. On peut mettre moins même, si on fait que ça. Mais moi, j'ai toujours eu une activité à côté. Donc, je dirais que je publie un livre tous les 5 ans pour le moment parce que je fais d'autres choses à côté. Et tu as une stratégie quand tu écris, tu suis un plan de stratégique pour effectivement mettre en place ton livre, ou tu écris un peu au feeling? Oui, alors, tout à fait, c'est une super question. J'ai longtemps écrit au feeling, en croyant, comme beaucoup de gens en France surtout, parce que les anglo-saxons, ils ont depuis longtemps compris qu'il y avait des méthodes d'écriture ou des techniques dans tous les cas. Moi, je me lançais à l'aveugle en suivant mon inspiration, ce qui peut faire plaisir, mais ce qui mène pas à grand-chose au final si on veut construire vraiment, écrire et terminer un livre. Donc maintenant, je suis un plan. Maintenant, je suis un plan. Je suis très plan et d'ailleurs, c'est vraiment la base de la méthode que j'indique dans mes coachings. À chacun sa méthode après, Mais en tous les cas, la base pour moi de la méthode et de la technique d'écriture, c'est de planifier dans le double sens, c'est-à-dire planifier, établir un plan, le plan de son livre, et puis planifier dans le temps. C'est la méthode AIDA un peu, non? Oui, c'est ça, c'est avoir un objectif. Avoir un objectif, être clair avec ses objectifs. Notre subconscient a besoin de ça pour se nourrir. Je pense que si on dit pas à un moment donné à notre esprit tu fais ça à telle date, on est un peu des exécutants avec nous-mêmes. Ça, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un dialogue entre nous et nous-mêmes. Mais si vous ne vous fixez pas d'objectif, si vous ne dites pas à votre cerveau à un moment donné, pour telle date tu me fais ça, comme on le ferait avec un collaborateur, ou comme un client vous le direz, il va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez laisser passer des années. Donc si vous dites j'écris mon livre, je vais avoir un livre publié dans 6 mois, vous vous mettez en ordre de marche pour que le livre soit publié pendant 6 mois. Si c'est dans 3 ans, ce sera dans 3 ans. Mais si vous mettez pas de point de départ et de point d'arrivée, je trouve que c'est compliqué.
Alors comment tu mets en place aussi ta couverture, parce que c'est vrai que la couverture c'est moi la page de garde d'un livre, c'est je dirais effectivement le bénéfice de lecture qu'il faut faire ressortir dans cette page de garde. Comment tu fais? Tu l'as fait toi-même? Tu la délègues? C'est un graphiste qui est derrière? Comment ça se passe? Oui, alors moi, je cherche un peu des images, des idées de couverture par moi-même et je mets notamment l'outil Canva, hein, tu connais peut-être. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Canva, c'est très utile pour avoir des images déjà libres de droit et gratuites. Enfin, pas gratuites forcément si on a l'abonnement, mais en tous les cas, un tarif très abordable. Et puis, pour s'amuser à créer ces couvertures. Et après, je la fais finaliser par un professionnel. Et là, pour le dernier roman, je fais appel à une graphiste, oui. D'accord. En mode auto-édition, tu es passé par KDP Amazon. Comment ça s'est passé? Alors, en mode auto-édition, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai effectivement essayé Kobo by Fnac, ça c'est la plateforme d'édition de la Fnac, et Amazon KDP. Et puis, les plateformes d'auto-édition, il y en a vraiment plusieurs qui sont très bien, comme Librinova. Donc, moi, je travaille avec Librinova parce que c'est une plateforme qui me va tout à fait bien. Et Librinova, si tu veux, ont aussi un rôle d'agent littéraire, pas très connu en France, qui permet de faire le lien entre les auteurs et les éditeurs. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'auteur qui envoie son manuscrit à plusieurs éditeurs, on le met sur cette plateforme et c'est les éditeurs qui viennent regarder. D'accord. Et ça permet de gagner un temps considérable et de ne pas attendre un éditeur. C'est-à-dire que vous mettez tout de suite en ligne votre livre si vous le voulez. Alors en ligne, en version numérique ou en version papier. Hein, il peut être en librairie avec ces plateformes comme pour Amazon. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Librinova parce qu'il y a aussi du conseil, il y a aussi des astuces, et puis ils les mettent sur toutes les plateformes en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Amazon KDP, sur Kobo, sur toutes les librairies en ligne qui existent, vous le mettez une fois sur la plateforme Librinova et Librinova se charge de diffuser le livre. Ok. Alors ça a un coût bien sûr. Oui, et puis c'est service premium, donc on choisit effectivement ce qu'on a besoin, c'est un peu à la carte, quoi. Exactement. Alors, voilà. est-ce que tu avais également pendant ou quand est-ce que tu as parce que tu écris quand même, tu nous as dit effectivement un livre pendant 5 ans, hein, c'est ça, hein, tous les ans quoi quelque part. Oui, quand j'étais avocate d'affaires, j'avais quand même pas énormément de temps, j'étais vraiment très très occupée par mon activité. Donc c'était tous les 5 ans. Là, j'en sors un, je sors le 3e là, et le 4e va suivre dans l'année. Donc là, je vais plutôt être au rythme d'un par an. Peut-être même moins, peut-être un tous les 6 mois. Mais en tout cas, avant que je me mette à temps plein à l'écriture, c'était un tous les 5 ans. D'accord. Est-ce que tu as une petite mascotte ou quelque chose qui te porte bonheur, que tu mets effectivement à côté de ton ordinateur quand tu écris pour justement te donner un peu de peps, un peu d'allant? Oui, alors c'est vrai qu'on a tous, il y a un tas d'astuces. Et moi, c'est plus la musique. C'est-à-dire que le jazz, alors pas n'importe quelle musique, le jazz, mais pas trop de piano. Donc, ce sera Django Reinhardt. Je peux mettre swing ou de la musique classique, mais pas trop prenante. Hein, c'est-à-dire pas trop. Et je la mets comme ça en bruit de fond. Et alors, si je mets Django Reinhardt, l'inspiration vient. C'est magique. C'est ma technique à moi. Je sais qu'Agatha Christie, elle prenait des pains chauds et elle mangeait des pommes vertes. C'est marrant, chaque écrivain a son astuce. Simenon, l'écrivain Simenon belge, il littéralement, il se mettait dans la peau de ses personnages. Et puis après, il était vidé. Je crois qu'après, il allait faire des longues marches. Enfin bon, chacun a ses marottes, comme tu dis. Et moi, ça va être plus la musique. Oui, puis on parle souvent au niveau des rapports des écrivains. Alors avant que peut-être les ordinateurs soient utilisés pour écrire, hein, ils écrivaient plus à la main. Ils avaient souvent un chat qui était à côté. L'animal était un bon compagnon, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est un bon compagnon parce que moi j'en ai pas, hein, mais bon, j'ai des amis qui ont des chats et quand ça m'arrive d'écrire comme ça, d'être dans des maisons où il y a même un chien, c'est vrai que ça fait une présence discrète.
Donc c'est parfait pour ceux qui écrivent. Alors j'ai rajouté un petit module dans les experts que les gens adorent de plus en plus, c'est la partie échec. Alors c'est vrai que je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs sont passés par l'échec, les plus grands, hein, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Bill Gates, etc., que ce soit Mark Zuckerberg, ils ont tous traversé effectivement des échecs, ils ont tous planté des boîtes, et puis un jour, comme par magie, effectivement, une boîte a été un succès. Est-ce que tu as connu toi l'échec dans ta carrière, et est-ce que tu as donne-nous les clés, effectivement, comment tu as réussi à rebondir par rapport à cet échec? Oui, bien sûr, j'ai même eu plusieurs échecs, hein, je pense, voilà, que ce soit des examens, etc. Pour mon activité actuelle, l'échec, ça a été, tu te rappelles, il y a à peu près une quinzaine d'années, à ce qu'on appelle les comptes d'auteurs, les éditeurs à compte d'auteurs, pardon. Donc c'était l'ancêtre de l'auto-édition et c'était enfin il en existe encore, hein, des sociétés qui ont pignon sur rue, notamment à Paris, et je citerai pas de nom bien sûr, mais qui vous vendent un contrat qui vous laisse croire que votre roman a été retenu par un comité de lecture. Et en fait c'est pour moi c'était un échec parce que je suis repartie avec mon carton de livre imprimé, aucun conseil de promotion, de diffusion, et puis ça sert à rien. Enfin concrètement, voilà, j'ai dû agir par moi-même par la suite. Donc ça a été une bonne leçon, comme tout échec, parce que je me suis dit plus jamais l'édition à compte d'auteur. Et c'est comme ça que j'ai rebondi vers l'auto-édition. Là, j'ai vraiment eu l'impression de passer de l'ombre à la lumière. C'est génial. Enfin, moi, je suis fan de l'auto-édition parce que pour moi, c'est vraiment la liberté et ça permet de réaliser son rêve. Mais vraiment. Bah oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as bien sûr que la question est un peu banale, mais est-ce que tu as des passions pour sortir justement un peu du monde de l'entreprise, du monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui remplit tes journées en dehors effectivement du fait d'entreprendre? Alors moi j'adore la musique, je t'en parlais, hein, c'est vrai que le jazz notamment, et puis le cinéma. J'ai toujours été cinéphile, j'ai eu des parents cinéphiles qui m'ont élevé à Truffaut, Hitchcock, le cinéma américain, et du coup je passe un certain nombre de temps devant les films et surtout dans les salles obscures. Alors moi j'ai été voir le dernier Mission Impossible de Tom Cruise et j'ai trouvé que le son dans les salles de cinéma maintenant est très très fort. Très très fort. Je crois qu'il doit être à 85 dB, c'est pas possible parce que je me disais mais c'est fou quoi. C'est fou, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas un son aussi fort. Oui, c'est vrai, ils essaient de faire ce qu'on appelle l'expérience immersive et il y a même des salles où il y a le son qui vient de tous les côtés. Ce qui donne j'ai travaillé un peu pour une entreprise qui était dans l'audio, dans l'acoustique professionnelle. C'est passionnant, mais c'est trop fort. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. J'ai le même souci avec certains films, c'est trop fort. On va rester dans le cinéma justement et on va entamer le portrait chinois d'Émilie. Donc des petites questions rapides avec effectivement des réponses rapides également. Quels sont tes 3 films préférés, tes 3 films de chevet? Les 3 films préférés. Alors, il y a Amadeus de Milos Forman, qui est vraiment mon film préféré en top 1, même s'il commence à être un peu daté, voilà, parce que j'adore Mozart par ailleurs. Mais là, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est l'angle par lequel Milos Forman a abordé l'histoire. Alors, je sais plus si c'est inspiré d'un livre ou pas, mais le fait de mettre la rivalité de Salieri et de mettre en fait le point de vue de Salieri et sa haine par rapport à Mozart, parce que bien sûr Mozart était très très doué et ça emporte le spectateur, mais à tel point on se met du côté de Salieri et à un moment donné on se dit oui, non, mince, ce Mozart. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super original, très original, et c'était un film magnifique. D'autres films que j'ai aimés, bon, il y a Forrest Gump et puis il y a Hitchcock quand même, Pas de printemps pour Marnie, La mort aux trousses, des choses comme ça. Ce sont des films que j'adore. Ah, La mort aux trousses, moi c'est mon préféré. Il est magnifique, Monsieur Kaplan. C'est clair. Quel est le livre qui t'a le plus marqué, celui qui t'a donné un déclic en fait? Ah, le livre qui m'a donné un déclic, c'est un livre qui n'est pas forcément très connu, mais qui s'appelle La Dentelière de Pascal Lenné, qui a été un Goncourt d'ailleurs à l'époque. Je l'ai découvert, je crois, j'avais 12 ans. Et là, ça a été un déclic complet. J'ai eu envie d'écrire avec ce livre et même, je crois, avec 2 phrases. C'est l'histoire c'est un portrait d'une jeune femme. C'est le portrait d'une jeune femme qui s'appelle Pomme, qui vit en région parisienne, qui vient d'un milieu social modeste
Et elle rencontre, je crois que c'est en Normandie, à Cabourg, je crois, un jeune homme qui est pas du tout du même milieu qu'elle, qui a un milieu social beaucoup plus élevé. Et je crois que c'est le point de vue du jeune homme c'est magnifique. Le jeune homme, alors je spoil, hein, mais le jeune homme va quitter Pomme, qui va sombrer dans l'anorexie, la dépression. Mais c'est pas trop le côté triste que j'ai retenu de l'histoire, c'est vraiment le regard du narrateur, de l'auteur. Donc derrière, il y a une phrase en particulier où le narrateur explique que Pomme est comme un escargot, et ça fait un déclic, mais complet chez moi. Comparé à une jeune femme à un escargot, enfin c'était bien sûr une phrase très bien tournée, magnifique. Et puis il la compare bien sûr aux dentelières parce qu'il explique qu'elle a un visage un peu parfois inexpressif, je crois. C'est un livre magnifique. La dentelière de Pascal Lenné. Il y a ce livre-là, donc bon, il y en a d'autres bien sûr. Hein. J'avais beaucoup aimé Boris Vian, Neptune des jours, dans un style différent, et puis les Américains, Kner, Steinbeck, Hemingway. Voilà, ça c'est des livres qui m'ont porté et qui m'ont toujours donné envie d'écrire. Quel est l'album qui t'a jamais quitté? L'album de musique qui t'a jamais quitté, de déménagement en déménagement, tu l'as toujours gardé? Alors, je vais pas être très originale, mais je vais encore parler de Django Reinhardt, Sultan of Swing, ou les chanteuses de jazz, et puis Mozart. Pas seulement Mozart, hein, la musique classique, et puis aussi Pink Floyd, enfin quelques albums, les Rolling Stones, etc. Ça, c'est des musiques qui m'ont toujours accompagné aussi, qui ne me quittent pas. Tu connais Rhoda Scott, non? Comment? J'ai pas entendu. Rhoda Scott. Est-ce que tu connais Rhoda Scott? Non. Alors Rhoda Scott, c'est une organiste en fait, avec donc il y a une partie très jazz et très swing, avec effectivement Steve Phillips qui est son batteur, et c'est très jazz justement. Si tu as l'occasion, tu regarderas Rhoda Scott. Oui, Rhoda Scott, d'accord, je note ça. Elle a une particularité, c'est qu'elle elle joue en fait avec les pieds nus sur l'orgue. D'accord. Ouais, ça doit être magnifique. L'orgue, c'est très beau. Hein. Je vais m'empresser d'aller découvrir Rhoda Scott. Merci du conseil. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi, pour les gens qui nous écoutent, le price, c'est-à-dire effectivement comment tu as trouvé le bon prix, le prix psychologique. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'y es pris à plusieurs fois? Est-ce que tu as modifié tes prix avant de trouver effectivement le prix qui était en écho par rapport à ton marché? Oui, alors c'est tout à fait ça. Je suis le marché. J'étais à l'écoute du marché. J'ai suivi aussi les conseils, hein, parce que j'ai suivi pas mal de formations professionnelles. Et bien sûr, il y a toujours des bons conseils, des gens qui ont fait avant vous. Faut être humble dans ces cas-là, hein, quand on débute. Et mes tarifs ont effectivement évolué. Je trouve que c'est normal de faire des tarifs plus bas quand on débute. De la même façon que quand on décroche son premier contrat de travail, on va être payé moins cher qu'au bout de 20 ans. On est un peu encore en rodage, donc mes tarifs étaient plus bas. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai commencé à monter. Alors là, je partais surtout pour la rédaction freelance. Au bout de 6 mois, j'ai encore monté. Au bout d'1 an, j'ai monté, mais je l'annonçais toujours à mes clients. Ça fait plus d'1 an maintenant, j'actualise mes tarifs et c'est toujours bien admis à partir du moment où c'est expliqué. Oui, et puis du moment qu'on a un très bon service après-vente également, c'est-à-dire que donner de la valeur plus que ce que le client est en droit d'attendre, c'est aussi quelque part étonner le client. Donc si tu arrives effectivement à le convaincre par rapport à ton travail et ton expertise, le client te garde. C'est fondamental, c'est exactement ça, voilà. Il faut pas donner le service, il faut donner plus, il faut pas donner 100%, il faut donner 200%. Là, franchement, les gens discutent moins les tarifs, ils sont moins regardants, et bien sûr, ils peuvent négocier. Mais s'ils voient que vous vous battez pour eux, que vous faites des efforts, que vous êtes disponible aussi, hein, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Alors, le métier de rédactrice juridique, tu l'as appris sur le tas, c'est-à-dire en étant autodidacte, ou est-ce que tu as suivi une formation pour ça? Alors, j'ai suivi une formation en rédaction web, parce que j'écris en juridique, mais pas seulement. Hein, j'écris aussi en santé. Bon, j'ai une petite expérience dans le domaine de la santé, côté réglementaire. Et puis, j'écris dans d'autres domaines comme l'immobilier, le marketing, parfois même l'informatique. Mais bon, majoritairement juridique. Et donc, j'ai suivi effectivement une formation d'une entrepreneuse qui s'appelle Lucie Rondelet. Que j'ai interviewé d'ailleurs dans les experts. Ah, voilà ce que j'avais vu. Je la conseille bien sûr à tous parce qu'elle est de très bons conseils et elle reste
accessible et elle connaît bien le marché, quoi. Elle connaît bien. Et puis elle a des conseils. Elle est assez rigoureuse. On a tendance à croire que parce qu'on se met sur le web, on peut faire n'importe quoi. Ben non, ça reste de la rédaction. Il y a des techniques du web, mais ça reste de l'écriture. Il faut se servir. Elle dit toujours, il faut se servir de son cerveau avant tout, et ça j'adore. À la fin de cette formation, Émilie, tu as réussi en combien de temps à pouvoir effectivement commencer à gagner un peu ta vie, à vendre effectivement tes prestations de services une fois que tu avais fini la formation? Ah mais tout de suite, ça a été très vite. J'ai même commencé avant d'avoir fini la formation. Alors j'étais encore en poste à l'époque, j'étais encore dans le juridique, mais j'avais ma micro-entreprise qui m'a permis de commencer à développer en temps masqué l'activité, très doucement bien sûr, et puis avec des tarifs assez bas. Et puis une fois que j'ai créé ma société, que j'étais à temps plein, j'avais déjà les clients, comme si j'avais préparé le terrain un peu. Et après, ça a été progressif, hein, bien sûr. J'ai commencé par 2 000 euros par mois, après c'est passé à 4 000 par mois. Enfin, c'est une activité très très porteuse. Bien un petit peu. Alors là, il y a bien sûr des changements avec le ChatGPT, avec l'IA. Il y a on n'entend parler que de ça. Mais on a toujours besoin du cerveau humain et des techniques, de l'expérience humaine. Donc j'ai peut-être changé un peu ma façon de travailler depuis ChatGPT, mais je n'ai pas eu de baisse d'activité. Et c'est quelque chose qui t'effraie, ça, le domaine de l'intelligence artificielle? Tu penses réellement que quelque part ça va enlever des emplois, comme on disait il y a quelques années en arrière, l'informatique va éliminer des emplois? Non, je pense pas. Alors moi, ça me fascine. On pourrait penser que c'est de la concurrence, mais moi, ça me fascine. Je trouve que c'est un progrès génial. Ah, bien sûr, et il faut faire attention. Bien sûr, il va y avoir des dérives. Mais si on utilise bien cet outil, c'est un outil de plus. Voilà, c'est tout simplement un outil de plus qui peut faire gagner du temps à énormément de gens et aux rédacteurs web eux-mêmes. Il faut pas oublier. Enfin, on a l'impression en fait, mais ça c'est lié à la présentation et aux communications sur les réseaux sociaux, que c'est magique et que l'IA réfléchit par elle-même, enfin notamment ChatGPT. Et non, c'est juste une énorme base de données qui travaille avec ce qui existe déjà. Donc ça donne un côté un peu magique parce que ça va très vite quand on appuie sur le bouton. Donc il faut s'en servir comme d'une énorme base de données qui remplace pas l'homme, absolument pas, mais qui va peut-être enlever certains postes, mais qui va en créer d'autres. Voilà. Un accompagnateur, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, un accompagnateur. Voilà, et voilà, on a eu les mêmes réticences. Enfin, à l'époque, les personnes ont eu les mêmes réticences avec l'apparition des robots dans l'industrie. Enfin, bien sûr, ça fait peur au début, mais après, il y a une adaptation et il y a des nouveaux postes qui se créent. Il va y avoir des spécialistes de l'IA, il va y avoir voilà, tout ça. Est-ce que tu as réussi à créer de l'engagement sur les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, le réseau des pros pour les pros? Est-ce que quelque part tu as réussi à faire ta place sur les réseaux sociaux et à imposer ton branding? Oui, alors ça c'est vraiment merveilleux, et pourtant j'étais vraiment pas de cet univers-là, j'étais pas très portée sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, puisque tu en parles, et Facebook aussi, sont des outils prodigieux quand on est entrepreneur, quand on lance son entreprise sur le web, bien sûr, encore plus, mais même si on fait d'autres activités, boulanger, sans devoir y passer trop de temps, on peut se faire connaître et entrer en contact avec d'autres gens. Découvrir aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de soi, il s'agit d'aller voir ce que font les autres. Et juste en s'intéressant aux autres, juste en mettant des commentaires, vous entrez en contact avec des personnes intéressantes et puis qui peuvent vous permettre de développer votre activité. Enfin, moi, honnêtement, c'est à Facebook et à LinkedIn que je vois le développement de mon activité. Il t'est arrivé de faire de la publicité sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de faire des campagnes? Alors, je vais lancer mes premières campagnes. Je suis pas très très familiarisée avec l'outil publicité. En revanche, ce que je fais, c'est les boosts sur Facebook. Quand vous mettez un petit post, vous pouvez faire un petit boost. C'est-à-dire, c'est pas une campagne de publicité, mais c'est déjà un petit peu de la publicité. Vous payez une somme modique. Enfin, vous mettez la somme que vous voulez, mais ça commence à partir de 10 €. Et on diffuse votre publication à un plus grand nombre de personnes, qui permet de sortir de votre réseau effectivement direct. Donc c'est génial, parce que j'ai eu 2 clients comme ça en dépensant 20 € de publicité. Et là, tu peux choisir ton ciblage, tu peux choisir effectivement ta zone de couverture, etc. Quoi. D'accord.
Exactement. Moi, bien sûr, je m'adresse à des personnes qui ont envie d'écrire, ou aux entrepreneurs qui souhaitent avoir de la visibilité en écrivant des livres. Et puis, comme ça, on cible l'audience. Exactement. C'est très bien fichu. Alors, parfois, ça tombe à côté. Il y a des gens qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas, mais peu importe, c'est une aide. Et là, quand tu communiques sur, par exemple, Facebook ou sur LinkedIn, maintenant qui autorise de faire de la publicité sur son réseau, tu mets quoi? Tu mets une vidéo, effectivement, qui explique, une vidéo courte, short, de ce que tu fais, ou tu mets un texte? Tu mets quoi? Oui, alors au début, je mettais les petits textes avec photos, et là, j'ai commencé les vidéos. Oui, ça fait 2 mois, des vidéos très courtes. Et puis, l'avantage, c'est que vous mettez la même vidéo sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Puisque sur LinkedIn, on peut aussi mettre des vidéos courtes. Donc moi, c'est des vidéos d'1 minute, où je m'adresse soit aux entrepreneurs qui veulent écrire un livre, soit à ceux qui souhaitent être édités, qui ne connaissent pas le monde de l'édition, qui ont peur de publier un livre, soit aux rédacteurs freelance. Enfin voilà, j'ai prévu une petite série que je vais poster dans les semaines à venir. Allez, c'est très amusant à faire. On arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser la question marqueur des experts, Émilie, celle que tout le monde attend comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Émilie? Très sympa, parce que c'est pro et en même temps c'est décontracté. Donc on a tout le temps discuté avec une connaissance dans un café, donc c'est très agréable. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur ta manière de travailler, ou peut-être effectivement de te confier des missions? Oui, alors on peut me retrouver bien sûr en tapant juste mon nom, Émilie Mesmin, sur Google. Vous allez tomber sur mon profil LinkedIn ou sur mon site internet Redaclo. Et je vais bientôt lancer un nouveau site internet de coaching. Enfin, il y aura des liens entre les 2 sites internet. Et si vous tapez Émilie Mesmin, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google, vous me trouvez. Ah bah là, tiens, tu me donnes l'enchaînement. Une question que j'avais pas prévu de te poser, mais qui est importante. Tes sites, c'est toi qui t'en occupes. Tu gères tout, le SEO, c'est-à-dire effectivement le référencement naturel, la création par WordPress. Je suppose que tu es sur WordPress. Oui, tout à fait, sur WordPress. Alors, je me fais aider pour le web design, c'est-à-dire que je crée le site à la base. C'est vraiment très facile, n'importe qui peut créer un site. Par contre, pour qu'il soit très joli et pour que les blogs s'agencent bien, là, j'ai un peu plus de mal et je me fais aider par ce qu'on appelle des web designers. D'accord. Donc, ça veut dire que tu utilises en fait un thème à la base et après, eux améliorent le thème. Exactement. Voilà, ils améliorent le thème, ils s'occupent du côté responsif, c'est-à-dire le fait que le site apparaisse bien sur un ordinateur et sur un téléphone portable ou une tablette. Ça, je suis pas très à l'aise avec tout ça, donc je fais comme ça. Mais je dois te dire que ce sont des sites vitrines, ce ne sont pas les sites qui m'apportent une clientèle, c'est vraiment des sites pour, comme là tu viens de dire, pour qu'on puisse me trouver. Mais c'est pas ce qui a développé mon activité, mais c'est important d'en avoir un. Mais que les gens se rassurent, on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour lancer son activité. On peut passer tout simplement par ce qu'on appelait avant le Google My Business aussi. Maintenant, ça s'appelle autrement. Oui. Mais on peut passer effectivement par cette fiche, en fait, une fiche qu'on crée sur Google et où on explique un petit peu son savoir-faire, quoi. Exactement. Ça, c'est bien aussi, surtout pour ceux qui ont des boutiques physiques. Les créateurs de bijoux et tout ça. Alors ça, c'est bien d'avoir effectivement de pouvoir être géolocalisé. On peut travailler sur le SEO, comme tu disais, sur le référencement naturel à partir de la géolocalisation. C'est très bien, c'est très intéressant. Comment tu envisages effectivement ton avenir professionnel, Émilie, dans les 5 ans qui arrivent? C'est ma dernière question. Dans l'écriture. Écrire le matin, écrire le midi, écrire le soir et conseiller les gens, accompagner les auteurs, aider les gens. Être écrivain freelance à part entière, puisque en fait c'est mon métier, écrivain freelance, ce qui inclut aussi l'accompagnement, le coaching. En tout cas, voilà un beau métier, donc coach en écriture, écrivain freelance, avocate d'affaires, 25 ans, notez bien 25 ans en tant qu'avocate d'affaires, maintenant rédactrice juridique, donc elle a changé de chemin, mais elle est toujours dans l'expertise. Elle s'appelle Émilie Mesmin, donc vous pouvez aller la voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir, effectivement, elle fait des tas de choses, son site internet vous donnera effectivement d'autres informations. Je tiens à te remercier effectivement chaleureusement, Émilie, d'avoir prêté tes propos aux experts, et puis j'espère que d'autres interviews t'apporteront encore d'autres valeurs ajoutées, que tu découvriras encore d'autres portraits. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.